Plan Guyane. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Notez pour vous en images qui correspond à votre Notez pour vous numéro 307. Alors cette semaine, 3 thèmes sont dans l'actualité, 2 sont très proches l'un de l'autre, mais ça nécessite quand même de faire un point différent sur chacun des deux. Le premier va concerner la publication des guidance de l'IBA concernant la mise en place du bail-in, donc sur la BRRD. Le deuxième thème concernera, lui, les mesures de niveau 2 mises en œuvre dans l'application du paquet MiFID II MiFIR. Et le troisième thème concernera, lui, les mesures de niveau 3 dans la mise en œuvre du paquet MiFID II MiFIR. Concernant donc la publication des guidance de l'IBA, ce sont 3 guidance qui ont été publiées cette semaine concernant la mise en œuvre de l'outil de résolution qu'on appelle renflouement interne ou plus communément connu sous son terme anglais bail-in. Le premier document concerne le traitement des titres subordonnés, à savoir les titres à T1 et Tier 2, pour mettre en place ces mesures de bail-in pour ce type d'instrument financier. Alors, l'IBA propose d'abord 2 règles de conduite. Le traitement identique de tous les instruments de capital ayant le même rang et le traitement identique de tous les instruments compris dans les fonds propres, qu'ils soient inclus dans les fonds propres en totalité ou de manière partielle. La conséquence de cette guidance, c'est que peu importe que le titre AT1 ait bénéficié d'une clause de grand-père, il va avoir le même traitement qu'un autre titre AT1 n'ayant pas bénéficié de cette clause de grand-père, et peu importe que le titre Tier 2 ne soit inclus que partiellement dans les fonds propres. Il recevra exactement le même traitement qu'un autre titre Tier 2, qui est lui compris de manière globale, en totalité dans les fonds propres, au moment de la mise en œuvre d'un outil de renflouement interne. Le deuxième document publié par l'UBA cette semaine concerne le taux de conversion des dettes en fonds propres. Dans ce document, l'IBA apporte 2 précisions. La première, c'est que les taux appliqués aux créanciers seniors doivent obligatoirement être supérieurs aux taux appliqués aux créanciers subordonnés. Le second principe est un principe qui est clé dans la mise en œuvre d'une résolution, à savoir que les créanciers ne doivent pas être traités de manière pire de ce qu'il aurait été si l'établissement avait été mis en liquidation judiciaire. Le troisième principe, c'est que, en tout état de cause, la hiérarchie des créanciers devra toujours être respectée. Le troisième document de ligne directrice de l'IBA concerne, lui, le traitement des actionnaires en cas de mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne, de dépréciation ou de conversion. Pour ce document-là, j'attire votre attention sur le tableau récapitulatif qui a été inséré en page 10 et qui est un tableau parfaitement clair sur ce qui se passe pour les actionnaires en cas de mise en œuvre d'une résolution de l'établissement. Mon second point cette semaine va concerner les mesures de niveau 2 de la directive MiFID II et du règlement MiFIR. En effet, ce ne sont pas moins de 29 textes qui ont été publiés au journal officiel de l'Union européenne le 31 mars dernier. Alors, ces textes, je ne vais évidemment pas les prendre un par un pour vous les expliciter. Je vais vous donner les catégories dans lesquelles j'ai estimé qu'ils pouvaient s'insérer et sur lesquels il peut être intéressant de travailler en fonction évidemment de ces dossiers et de son intérêt pour ce sujet de la MiFID II, le MiFIR. Le premier thème concerne le champ d'application et les définitions. Donc là, on a un document qui est assez important. On retrouve des définitions d'ailleurs dans plusieurs règlements, donc il ne faut pas hésiter à faire des recherches par mots-clés sur les documents que je vous envoie et notamment les tableaux que je vous fais pour pouvoir réellement avoir l'intégralité des thèmes traités en matière de définition. Le deuxième thème concerne les règles de bonne conduite et la protection des investisseurs. Vous savez que c'est un pan clé, notamment de la directive MiFID II. Le troisième thème concerne, lui, toutes les mesures de transparence. Là aussi, thème clé, puisque tant les mesures de transparence concernant l'equity que le non-equity
ont été profondément remaniés. Le quatrième terme concerne les obligations organisationnelles. Elles sont évidemment très importantes en matière de MiFID II et vous verrez là tout ce qui concerne aussi la mise en place de tout ce qui est Product Governance, donc tout ce qui concerne la gouvernance liée aux produits, à savoir les obligations des distributeurs et les obligations des producteurs en matière de commercialisation d'instruments financiers. Sur les infrastructures de marché, la question qui est traitée concerne notamment l'accès, évidemment, à la compensation, tout ce qui est accès indirect, mais on a également tous les thèmes qui concernent la conservation des données et surtout les exigences organisationnelles de toutes les infrastructures de marché. Concernant les instruments dérivés, la MiFID II et le MiFIR vont réformer leur environnement en mettant évidemment en place l'obligation de négociation sur une plateforme, puisque ça va changer quand même grandement la donne pour les instruments financiers dérivés qui étaient pour l'instant soumis à une obligation de compensation et qui vont être soumis à une obligation de négociation. Le deuxième pas important pour les instruments dérivés va concerner tout l'encadrement des limites de position pour les commodity derivatives. Les règlements délégués publiés concernent aussi les relations entre autorités compétentes et les relations entre une autorité compétente et l'ESMA. Autre thème important dans le paquet MiFID II, MiFIR, c'est tout ce qui concerne les obligations de publication. Alors là, j'attire plus notamment votre attention sur les règlements 575 et 576 de mémoire qui traitent, eux, de la mise en place des obligations de publication en rapport avec la best execution. Le dernier thème dans lequel je regroupe certaines dispositions concerne les fournisseurs d'accès. Vous savez que c'est un nouveau pan de la directive MiFID II qui va mettre en place tous ces systèmes de CTP, APAS, ARM. Donc on a pas mal de systèmes qui vont mettre en place, en tout cas qui vont faciliter la mise en place des nouvelles obligations de publication qui sont imposées par les textes. Il y a donc à ce jour 32 textes de niveau 2 qui ont été publiés au journal officiel de l'Union européenne, donc à peu près 1 millier de pages à lire pour tous ceux qui veulent me rejoindre dans cette fabuleuse lecture et la synthèse de tous ces textes. Bon courage! Le troisième point que je voulais voir avec vous cette semaine concerne cette fois les textes de niveau 3 du paquet MiFID II MiFIR, puisque l'ESMA a publié des versions actualisées de ces documents de questions-réponses, notamment sur le reporting, donc tout ce qui concerne les données, mais surtout sur la protection des investisseurs, avec à la clé des nouvelles réponses en matière de best execution et des nouvelles réponses en matière d'inducement. Sur les inducements, donc à savoir les avantages et tout ce qui est lié à la recherche, j'attire votre attention sur la position pas réellement tranchée de l'ESMA en ce qui concerne les inducements et la recherche en matière de fixed income. En effet, sur ce thème-là, l'ESMA considère qu'il y a peu de données, que c'est finalement un domaine dans lequel la recherche n'a pas la même sensibilité, en tout cas pas la même façon d'être appréhendée, plutôt que sensibilité, la même façon d'être appréhendée par les acteurs de marché et que donc ça mériterait peut-être un traitement différent que l'analyse financière telle qu'elle est comprise, par exemple dans le monde de l'equity. Et donc, la directive MiFID II et le MiFIR m'ont beaucoup occupé cette semaine, puisque moi, il a bien fallu que je les lise, toutes ces pages, tous ces textes, pour pouvoir les regrouper, pour pouvoir savoir de quoi ils parlent, et pour pouvoir un peu mieux naviguer dans ces textes, puisque ça me paraît compliqué, vraiment très difficile, si on se met à étudier la MiFID II et qu'on prend tous les textes d'emblée, à savoir les 32 textes de niveau 2, la directive elle-même, le MiFIR qui est lui-même assez compliqué. Donc voilà, une semaine très occupée par la MIF et notamment parce qu'en plus l'ESMA a choisi d'actualiser ses Q&As cette semaine aussi.
J'espère que ces textes vous auront intéressé, notamment tout ce qui concerne la BRRD et la MiFID II. Ce sont des textes vraiment clés pour nos activités sur les marchés financiers. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous le souhaitez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir le Notez pour vous en image dès qu'il est publié. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine, toujours en Guyane, puisque de toute façon le conflit n'est pas terminé ici, donc impossibilité de quitter même la ville. À bientôt!